Donc, nous sommes l'équipe VoxCan, un projet de plateforme d'éducation bilingue sur la consommation de cannabis pour et par les jeunes de Montréal. Donc, notre projet a vu le jour suite à la légalisation du cannabis au Canada et au Québec, au moment où nous avons réalisé qu'il y avait que très peu de ressources éducatives pour les jeunes, de la formation pour adultes, du cégep et de l'université, et qu'il existait encore moins de ressources pour leurs enseignants, les professeurs et les intervenants qui les côtoient dans les institutions scolaires. Par la suite, notre cofondatrice et directrice, Kira London-Nadeau, va vous parler du contexte légal du cannabis au Québec et au Canada. Et je vais conclure en faisant un retour sur le tour de table avec les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal et vous parler aussi des questions fréquentes et des mythes sur le cannabis. Alors maintenant, on va parler un peu du côté du cadre légal, puisque pour vraiment pouvoir soutenir les jeunes, il faut comprendre le cannabis dans son ensemble et l'effet de la loi porte beaucoup sur l'expérience qui est de consommer du cannabis. Donc, en 2018, au niveau fédéral, le cannabis a été légalisé à des fins non médicales. Donc, le cadre médical pour le cannabis était en vigueur dans différentes formes depuis 2001 ici au Canada. Et maintenant, donc, depuis 2018, à des fins non médicales aussi. Les objectifs principaux de la légalisation au Canada étaient en trois parties. Premièrement, de s'assurer que les jeunes n'avaient pas accès au cannabis, d'empêcher le crime organisé de vraiment bénéficier de l'illégalité du cannabis et finalement d'avoir une approche de santé et de sécurité publique envers le cannabis plutôt qu'une approche criminelle pour ainsi permettre aux adultes de pouvoir avoir accès au cannabis. Cette loi a été bien recherchée et examinée avant de décider comment elle allait se dérouler. Vous pourrez trouver un document qu'on ajoutera dans les références que vous voyez ici sur la diapositive, le cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada, qui examine vraiment les différentes possibilités par rapport à comment légaliser le cannabis et pourquoi le Canada a pris les décisions qu'on a prises ici. Finalement, au fédéral, ce qu'on permet, mais ce qui est aussi selon les différentes recommandations, les provinces et les territoires peuvent resserrer les permissions qu'ont les gens par rapport au cannabis. Mais ce qui est établi au niveau fédéral, c'est qu'on peut porter jusqu'à 30 grammes de cannabis sur soi à un certain moment. Et il y a des restrictions par rapport à où on peut posséder du cannabis. Notamment, on n'a pas le droit ici au Québec dans les établissements scolaires. Et aussi, globalement, dans les résidences privées, on a droit jusqu'à 150 grammes par résidence privée. La loi sur le cannabis fédéral permet aussi l'achat de cannabis, évidemment, d'un détaillant réglementé et permet aussi la culture de jusqu'à 4 plants de cannabis pour possession et pour consommation personnelle. Par contre, ici au Québec, cette loi est contestée et en ce moment, on est dans un peu une zone grise par rapport à la culture à domicile. Ici au Québec, on suit aussi la loi sur l'encadrement du cannabis qui émet les réglementations par rapport à vraiment la vente au détail ainsi que d'autres éléments pour décider comment les gens vont avoir accès au cannabis. Le but de cette loi-là est vraiment principalement d'amener les consommateurs et consommatrices de cannabis vers le marché légal. Au Québec, on voit que en date du début de 2020, à peu près 50% du marché illégal ou illicite
a été absorbé. Donc, environ 50% des consommateurs et des consommatrices achèteraient leur cannabis dans le marché légal, ce qui va toujours en augmentant depuis l'année passée. Et on estime que 150 tonnes de cannabis sont consommées annuellement au Québec. Et donc, environ 50% de ce 150-là serait vendu par la Société québécoise du cannabis. La SQDC, qui est l'entité qui s'assure de la vente au détail du cannabis au Québec. On a aussi eu une deuxième loi qui s'appelle la loi resserrant l'encadrement du cannabis, qui a eu deux effets principaux. Le premier était d'augmenter l'âge légal pour la consommation de 18 à 21 ans dès le 1er janvier 2020. Donc, ce qui est maintenant passé, on est présentement dans un contexte où l'âge légal au Québec est de 21 ans pour acheter, posséder et consommer du cannabis. Et aussi, certaines restrictions se sont ajoutées pour la consommation dans les lieux publics, mais les municipalités ont aussi leur mot à dire à propos de ce règlement-là. Et ça, c'est datant du 2 novembre. Il y a eu plusieurs critiques par rapport à cette loi numéro 2, notamment de groupes qui s'inquiètent de la santé publique et de l'idée de ne plus permettre aux jeunes âgés de 18 à 20 ans qui avaient pendant quelques mois accès au marché légal, de leur retirer cet accès-là et de forcer ces personnes qui consomment du cannabis et qui ont entre 18 à 20 ans de retourner sur le marché illicite. L'Institut national de la santé publique du Québec a recommandé quelques mesures pour potentiellement réduire cette dichotomie-là entre certains jeunes qui seraient moins âgés contre ceux qui ont 21 ans et plus. Par exemple, d'avoir accès à des produits moins forts en THC, mais de quand même pouvoir acheter du cannabis sur le marché légal. Donc, cette loi est en vigueur et à noter qu'il y a eu quand même plusieurs critiques à l'égard de cette loi-là. Finalement, sur le plan municipal, les municipalités ont leur mot à dire sur le zonage, tout ce qui est rapport à l'aménagement, au permis de construction des points de vente, de la vente au détail, donc où vont être situés les SQDC et combien est-ce qu'il va en avoir. Aussi, la consommation sur la voie publique, il y a beaucoup de discrétion qui est laissée aux municipalités. Donc, par exemple, ici à Montréal, puisque plusieurs des personnes ne possèdent pas de logement et c'est plutôt des gens qui louent des logements que des personnes qui ont vraiment leur propre propriété. À cause de cette réalité-là, ici à Montréal, on a permis un peu plus de tolérance envers la consommation en public, puisque les gens ont peu d'endroits privés où consommer. Cependant, dans d'autres municipalités, on a pris une approche qui veut vraiment éviter autant que possible que les gens consomment sur la voie publique. Et plusieurs villes au Québec ont adopté cette approche-là. Et finalement, on se demande la légalisation, qu'est-ce que ça a apporté généralement dans la consommation de cannabis? Il y a plusieurs données qui sont collectées par Statistique Canada et certaines des données les plus récentes montrent que il y a une petite augmentation globale de la consommation, mais que ce ne serait pas le cas chez les jeunes, ce qui serait vraiment la population la plus importante à s'assurer que la légalisation n'entraîne pas une augmentation de la consommation simplement par voie d'être une substance légale maintenant. Et ça, c'était vraiment une crainte qui existait avant la légalisation et qui ne semble pas s'être manifestée. Il y a une légère diminution de la fréquence d'être dans
un véhicule qui est conduit par quelqu'un qui a consommé du cannabis et qui serait donc potentiellement intoxiqué au cannabis. On voit légèrement moins de ces comportements-là. Et finalement, on voit que la proportion des personnes qui utilisent le marché légal va en s'augmentant de plus en plus d'une année à l'autre et que le marché légal semble prendre plus d'ampleur, surtout par rapport au marché illégal présentement. Donc, je vais laisser Laura continuer maintenant. Oui, donc dans cette section-ci, nous allons aborder quelques questions fréquentes qui nous ont été posées autant durant la discussion de table ronde avec les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, mais aussi lors d'activités de discussion avec des étudiants de d'autres institutions. Pour commencer, une question qui revient souvent, c'est s'il est possible de faire une surdose de cannabis. En ce qui a trait à la littérature scientifique, il n'est pas possible de faire une surdose mortelle. La dose nécessaire est beaucoup plus élevée que ce qu'une personne pourrait consommer et aucun décès par surdose de cannabis n'a été répertorié jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce que le cannabis peut créer une dépendance? Donc oui, c'est une question que Fernanda avait abordée brièvement lors de sa section, mais pour vous donner des chiffres plus exacts, environ une personne sur 11 qui consomme généralement le cannabis va développer une dépendance. Par contre, ce chiffre augmente pour les personnes qui consomment dès l'adolescence, donc une personne sur 6 qui va développer une dépendance. Et on voit que les chiffres augmentent encore plus pour ceux qui utilisent le cannabis à tous les jours. Donc, c'est entre 3 et 5 personnes sur 10 qui consomment quotidiennement qui vont développer une dépendance. Mais il faut tenir en compte que ces chiffres vont aussi dépendre de la vulnérabilité de chaque personne. Et quand on parle de vulnérabilité, il faut penser à un mélange de facteurs génétiques, environnementaux et sociaux aussi. Troisièmement, quel est le lien entre le cannabis et la psychose? Donc, il existe un lien complexe, mais encore une fois, qui dépend de plusieurs facteurs. Donc, ce n'est pas seulement la consommation de cannabis qui va faire qu'un individu développe une psychose, mais il faut aussi tenir en compte de l'historique familial, donc la prédisposition génétique, l'intensité de la consommation, l'utilisation de cannabis avec des très hauts, avec un fort taux en THC, en plus de d'autres risques, d'autres facteurs sociaux. On va vous laisser à la fin quelques sources où vous allez pouvoir approfondir ces connaissances-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Quatrièmement, est-ce que le cannabis peut affecter le développement du cerveau? Donc, dans les recherches en cours, il a été trouvé que le cerveau est dans un état de développement actif depuis la naissance jusqu'au début de la vingtaine. Et durant cette période-là, le cerveau est plus vulnérable aux effets adverses des substances qui incluent le cannabis, mais qui ne se limitent pas au cannabis. Donc, le THC agit directement dans le cerveau. Et quelques études suggèrent que la consommation fréquente de cannabis durant l'adolescence est associée à des effets négatifs dans le développement du cerveau. Mais certains de ces effets ne sont pas encore bien compris et pourraient être le produit de l'interaction de plusieurs facteurs dans le cerveau, donc qui ne se limitent pas seulement à la consommation de cannabis. Et la dernière question qu'on nous pose fréquemment, c'est si le cannabis est sécuritaire pour les femmes enceintes et qui allaitent. Donc, il n'y a pas présentement de recherche qui démontre la sécurité de la consommation de cannabis chez les femmes enceintes et qui allaitent. Les études ont plutôt trouvé des résultats mixtes qui mènent à des recommandations médicales de s'abstenir de la consommation de cannabis pour les femmes enceintes et qui allaitent. Et donc, maintenant, si on va à notre dernière section, qui est un retour sur l'activité de table ronde au Cégep du Vieux-Montréal, quelque chose qu'on a noté en premier, c'est l'état de connaissance des étudiants avant le début de l'activité. Donc, ce qui est intéressant à noter avant de vous présenter ces différentes connaissances-là, c'est que plusieurs des étudiants qui étaient présents étaient des étudiants en technique de travail social. Et donc, vraiment dans le cadre de leur formation collégiale,
Ils avaient acquis une bonne base de connaissances sur les risques, mais aussi les bénéfices de la consommation du cannabis. Donc, il y avait vraiment une bonne compréhension de la consommation de cannabis comme un spectre plutôt que comme deux pôles opposés, noir ou blanc, bien ou mauvais. Et il y avait aussi une bonne compréhension que chaque individu va être influencé différemment selon son contexte particulier et selon les raisons de consommer ou de ne pas consommer aussi. Donc, ce qu'on a noté, c'est une bonne compréhension des risques que Fernanda vous avait présentés au début de l'enregistrement, donc en termes de psychose, de possibles exacerbations de la schizophrénie, les battements irréguliers du cœur aussi, donc débalancement dans les cycles de sommeil et de l'appétit. Et on a aussi parlé de l'augmentation des facteurs de risque en lien avec la COVID que les consommateurs de cannabis pouvaient connaître. Et en ce qui a trait des bénéfices, il y avait une bonne discussion par rapport à le cannabis comme une substance qui encourage ou bon, qui amène à développer une plus grande créativité et qui agit un peu comme un espèce de lubrifiant social. Donc, les étudiants l'ont comparé à une bouteille de vin qu'on amène dans un repas, dans un souper avec des amis. Mais il y avait aussi finalement une bonne compréhension que les risques et les bénéfices sur chaque individu vont dépendre de la fréquence de consommation, du contexte, le mélange avec d'autres substances et l'âge aussi, puis des prédispositions génétiques et médicales. Et on a aussi eu une discussion très intéressante sur la pression sociale comme facteur qui amène à la première consommation. Donc, il y avait quand même un avantage à discuter avec une population étudiante du cégep qui, bon, est un peu plus vieille que les étudiants, que les élèves qui sortent du secondaire, qui ont peut-être une meilleure compréhension des nuances qui existent dans la consommation de cannabis. Mais aussi, bon, c'était vraiment le fait qu'eux-mêmes étaient des étudiants en travail social. Donc, ils avaient eu des cours qui traitaient de ce sujet-là. Il y avait aussi une bonne compréhension de la consommation thérapeutique et des pratiques d'automédication. Très intéressant, on avait en fait un étudiant qui était une personne en situation de handicap et qui consommait le cannabis à des fins thérapeutiques, donc en complément à ses médicaments pour traiter la maladie avec laquelle il vivait. Mais on a aussi discuté du fait que les pratiques d'automédication sont répandues, mais on comprend que ce n'est pas une solution miracle à l'ensemble de nos problèmes de santé physique et mentale. Puis, à ce sujet-là, on a aussi eu une discussion sur les risques de banaliser la consommation de cannabis. Ce que les étudiants nous ont partagé, c'est qu'eux, ils voyaient un peu le risque de la légalisation de surbanaliser la consommation de cannabis. Puis, on a fait un peu le parallèle avec l'alcool, qui est une substance psychoactive en elle-même et qui a aussi des risques associés, mais qui ne sont pas discutés sur la place publique. Et donc, qu'il faut quand même, quand on parle de cannabis et de consommation de cannabis, c'est important de conserver une approche nuancée, donc qui reconnaît autant les risques que les bénéfices pour pas tomber dans la banalisation. Et finalement, quelque chose aussi que les étudiants nous ont partagé, c'est que ils avaient reçu très peu d'éducation formelle sur les substances psychoactives avant leur arrivée au cégep en travail social, donc au niveau du secondaire. Les stratégies éducatives étaient mal adaptées aux questions, aux intérêts, mais aussi aux réalités des jeunes. Donc, par exemple, ce qu'on nous a partagé, entre autres, c'est que souvent, c'était vraiment dans une approche prohibitionniste qu'on allait parler de la consommation de cannabis et de d'autres substances. Donc, souvent, c'était un policier qui était en charge de faire ce genre de formation-là. Et à ce moment-là, on met vraiment l'emphase sur les risques sans parler des bénéfices qui existent eux aussi. Et donc, avec une approche de travail social, ce que les étudiants ont pu développer, c'est
qu'ils ont pris conscience de l'approche sur la réduction des méfaits et que cette approche-là permet un certain pragmatisme dans le sens que on comprend que le phénomène de consommation ne va pas disparaître de lui-même, comme ce qui est promu dans l'approche prohibitionniste, en fait, et que plutôt, ce qui serait important, c'est de faire un exercice collectif, donc en classe, de déconstruction des préjugés et des mythes, qui ne minimise pas et ne normalise pas non plus les risques associés à la consommation, mais qui en discute franchement pour qu'ensuite chaque individu puisse prendre sa décision selon son contexte. Et l'approche en réduction des méfaits aussi, ce qu'elle permet, c'est de mieux comprendre le contexte historique, social et politique qui existait au moment de la mise en place de politiques prohibitionnistes, puis plus tard de la guerre contre les drogues, dans laquelle les pays de l'Occident se sont impliqués. Et dans les recommandations finales que les étudiants nous ont faites par rapport au type de stratégie éducative qu'ils aimeraient voir, c'était vraiment, on aimerait voir plutôt une participation active des étudiants et un échange vraiment actif entre les étudiants puis les formateurs qui amènerait une certaine éducation qui est sans stigma, donc où on ne caractérise pas les personnes qui consomment comme des déchets de la société, qui était le mot employé par les étudiants avec qui on a parlé. Puis aussi d'avoir la possibilité de s'entretenir avec des experts et des médecins, par exemple comme Fernanda, qui était présente pour répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas de questions précises. Donc, le fait d'avoir un expert médical sur place nous aide aussi à mieux voir, à travers ce qui nous est dit, puis la réalité de la substance du cannabis. Et finalement, si on passe à la dernière partie, qui est sur les questions qui nous ont été posées durant la session de table ronde avec les étudiants. Quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, c'était de voir que, justement, c'était des étudiants en travail social qui se préparaient à entrer sur le marché du travail, que ce soit au niveau de la DPJ ou d'autres centres communautaires. Il y avait un réel intérêt pour savoir comment intégrer les connaissances et les approches en réduction des méfaits dans leur propre métier. Donc, on voit que bien que ça a été abordé dans leur cours, dans leur formation collégiale, il y a quand même un désir d'approfondir ces connaissances-là. On avait quelqu'un qui avait commencé depuis peu un stage avec la DPJ qui nous avait dit qu'en arrivant sur le terrain, il avait réalisé vraiment la nécessité d'être mieux outillé en tant qu'intervenant. Puis aussi, on a parlé, on avait beaucoup de questions par rapport à la différence entre la consommation thérapeutique et récréative, donc un peu comme Fernanda nous l'a présenté dans sa partie, quelle substance est utilisée pour traiter quel mot ou quels symptômes. Et finalement, on avait aussi beaucoup de questions sur la réduction des méfaits. Donc, comment est-ce qu'on peut déconstruire les stigmas pour parler plus ouvertement des risques et des bénéfices. Et comme on vous l'a dit depuis quelques minutes, donc comment est-ce qu'on arrive à outiller les individus pour qu'eux-mêmes soient en mesure de prendre des décisions qui sont éclairées, qui sont basées sur la science. Et s'ils font le choix de consommer, quelles sont les façons de diminuer les risques pour leur propre santé, leur propre bien-être.